Bonjour à tous. Merci d'être présent pour la seconde vidéoconférence, donc après celle qu'on a organisée la semaine dernière avec Nicolas Magintis de BPI, qu'on remercie à nouveau. Pour cette seconde vidéoconférence, on a opté pour un modèle un peu différent, qui est donc un modèle de stream. Donc vous êtes en quasi direct avec nous sur le lien qui vous a été communiqué. C'est donc un stream qui ne vous empêche pas donc de poser des questions. Vous avez dans la partie droite, et bon nombre d'entre vous ont déjà trouvé le principe, la possibilité de poser des questions. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, mieux voir le support, aussi mettre en plein écran la diffusion, voilà, comme sur une vidéo classique. En fait, vous avez cette possibilité juste en bas de la diffusion, et en faisant échappe, vous revenez à tout moment aux questions que vous pouvez nous poser. Ce modèle-là nous permettra de communiquer en fait à l'issue de la vidéoconférence en la relayant sur notre site web notamment, chose qu'on fera aussi pour la première vidéoconférence de la semaine dernière que certains d'entre vous ont souhaité pouvoir revoir ou voir pour ceux qui n'avaient pas pu la voir en direct. Et donc on vous transmettra les liens vers ces deux vidéoconférences dans la semaine de toute façon pour que vous puissiez les consulter. Voilà, donc l'idée c'est que n'hésitez pas à poser vos questions. On a nous un écran qui nous permet de prendre en compte vos remarques et donc adapter notre propos, et donc de revenir à vos questions après notre présentation. On va commencer donc tout de suite sur les règles du jeu, sur les règles de fonctionnement, oui, au niveau de la façon dont on va s'organiser pour la diffusion. Pour ma part, je vais vous faire présenter quelques éléments de contexte en fait par rapport à cette période et donc à ce qu'on traverse aujourd'hui. Puis Jean-Marc prendra largement le relais sur la stratégie financière en vous présentant 10 points clés notamment pour bâtir votre stratégie financière dans le contexte actuel au sein duquel vous êtes peut-être chahuté, quoi. Voilà. Donc, si on commence donc au niveau du contexte, donc vous avez probablement entendu des analystes, des économistes ou même des membres du gouvernement comparer la période qu'on vit actuellement avec la crise de 1929 en disant qu'on n'avait pas vécu de choses comparables depuis 1929. C'est très différent de la crise de 1929, mais il y a effectivement un impact qui est fort pour énormément de monde. La pandémie qui est à la base de ça, étant accentuée aujourd'hui par des phénomènes qui font partie du monde dans lequel on est aujourd'hui, à savoir une économie qui est de plus en plus mondiale, mais aussi des mouvements de population qui sont constants, quotidiens, en temps normal, disons, avant d'avoir ouvert cette parenthèse qu'on souhaite tous refermer au plus vite. Et un partage de l'information qui aujourd'hui est instantané de par les multiples canaux qui sont à notre disposition. Donc cette crise, on la découvre en fait chaque jour un petit peu plus, on en découvre les conséquences tous les jours. C'est très particulier puisqu'on a une bonne partie de la population mondiale qui est confinée pendant une durée indéterminée, incertaine. On navigue relativement en eau trouble. On a eu des indications pas plus tard qu'hier soir pour ce qui concerne la France, mais avec une bonne partie des agents économiques pour lesquels la durée véritable du confinement et le retour à la réalité normale, à la réalité est loin d'être certain et fixé. Donc voilà, à ce stade, il y a énormément d'incertitudes et on n'a pas forcément encore tous les éléments sur les conséquences que peut avoir cette crise. Outre ces conséquences qu'on ne peut pas forcément qualifier et quantifier aujourd'hui en totalité, il y a toutefois des effets qui sont immédiats, disons, avec certains secteurs, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, entre autres, qui sont à l'arrêt total. De nombreux, voire la quasi-totalité des secteurs qui connaissent une forte baisse à la fois de la production, de la consommation et des échanges internationaux.
Au final, on a donc on est dans une période, une crise qui est aux triples conséquences, on peut le dire, donc avec d'une part, tout part de la crise pandémique sanitaire liée au Covid-19, qui entraîne entre autres le confinement qui a un impact fort au niveau économique, et donc ces impacts économiques peuvent avoir des conséquences financières. Hop. Au niveau pandémique, qui est le premier point et le point central, disons, et le premier sujet qui a été véritablement clé, on a aujourd'hui la situation, enfin plutôt arrêtée hier, on a 185 pays touchés par le Covid-19, qui est présent du coup quasi partout dans le monde, 1,8 million de personnes contaminées, et on décompte 114 000 décès. Au niveau économique, on a déjà des annonces qui font état d'un recul du produit intérieur brut français de l'ordre de 6% au premier trimestre, avec une activité qui est en baisse de 35% sur les 15 derniers jours de mars. C'est des chiffres qui sont très très parlants. Toujours sur le plan économique, la reprise, elle va pas être forcément la même pour tous. On peut s'attendre à ce que certains secteurs soient encore plus fortement touchés que d'autres. On ne sait pas exactement pour quand sera cette reprise pour un certain nombre de secteurs, puisqu'il y a certains secteurs pour lesquels il n'y a pas de date à ce stade d'annoncer, avec donc forcément des conséquences sur les rentabilités dans énormément d'entreprises, avec des résultats qui sont attendus en baisse et parfois probablement en perte, avec des conséquences également sur les aspects de trésorerie, puisque les délais de règlement s'allongent fortement, et on est dans une période où les impayés clients augmentent de manière significative. Au niveau des conséquences sur le plan financier, on a donc un plan de soutien économique qui se monte déjà à plus de 10 000 milliards d'euros au niveau international, donc des montants énormes pour essayer de faire en sorte qu'on puisse traverser et passer au mieux cette période. Mais au-delà de ces plans de soutien qui sont aujourd'hui ceux qui sont massivement utilisés, les différents décideurs au niveau mondial prévoient des plans de relance qui seront encore bien plus impressionnants en termes de montant, de manière à pouvoir enrayer véritablement cela et repartir dans une spirale qui soit plus positive. Donc au final, maintenant qu'on a fait un petit peu ce point là, on s'aperçoit que la priorité, elle n'est plus à court terme, à la rigueur budgétaire, mais plutôt aujourd'hui, la recherche de tous les gouvernements mondiaux, elle se situe plutôt dans le fait de chercher à sauver ce qui peut l'être sur les aspects humains et économiques. Voilà, donc je vais passer pour la suite la parole à Jean-Marc sur les 10 points clés pour justement passer cette crise et profiter du repos. Merci Adrien. Alors, pour revenir un tout petit peu sur ce que disait Adrien, les économistes estiment qu'on est à moins 6% de recul sur le premier trimestre et qu'on sera de cet ordre-là sur l'ensemble de l'année 2020. À titre indicatif, en 2008, le repli d'activité économique avait été de moins 2,9%. Et on peut penser qu'entre les plans de soutien à l'économie et les plans de relance qui sont en germe, on dépassera les montants du coût de la dernière crise de 2008-2009, ce prime, qui avait été supérieur au coût de la dernière guerre mondiale à titre indicatif 39-45. Donc on est sur des montants très conséquents. C'est ce que j'appelle la crise financière après la crise économique, qui amènera nos gouvernements, probablement en compter de 2021, à plus de rigueur budgétaire, alors qu'en 2020, pour soutenir cette période délicate, nous sommes plutôt dans une phase un peu de laxisme, d'euphorie et surtout de crise, de guerre, comme le dit notre président, qui amène à des mesures indélicates d'un point de vue financier, qui risquent d'avoir un contre-choc financier pour nos entreprises et pour nos États, pour nos retraites, pour nos impôts, pour nos cotisations sociales, je le crains, dans les prochaines années. Bien, ceci étant posé, que faire? Que faire pour protéger nos entreprises, nos patrimoines? Quelles mesures adopter pour passer cette crise dans les moins mauvaises conditions et profiter du rebond lorsqu'il va venir?
On avance, Adrien, si vous voulez. Donc, la première idée, c'est effectivement, puisque le sang d'entreprise de nerf de la guerre, c'est évidemment la trésorerie. Il faut la renforcer par tous les moyens. L'État l'a bien compris, l'État français, mais l'ensemble des États mondiaux, pour soutenir leurs entreprises, leur économie, ont largement diffusé des mesures qui visent à apporter des liquidités dans les entreprises. Ces liquidités, il faut les saisir dès maintenant, parce qu'elles vont permettre bien sûr de préserver l'outil de travail. Les équipes, on sait à quel point il est difficile de recruter du personnel, difficile de le former, et évidemment on n'a pas du tout envie de tailler dans les effectifs si on peut l'éviter pour profiter du rebond et surtout remettre nos entreprises en route au moment venu. On va continuer. C'est bon? Bien. Donc, pour apporter ces liquidités, l'État, et c'est la première fois, intervient directement auprès des banques en leur donnant les moyens, par le biais de la garantie publique, d'accorder des prêts, garantis par l'État à hauteur de 90%, avec une garantie qui est de fait accordée par l'État et suivie par BPI simplement sur le plan administratif. C'est ce qu'on appelle le prêt garanti par l'État. Et il a en plus, évidemment, demandé aux banques et passé des accords avec la Fédération française de banques pour qu'il y ait quasiment systématiquement des accords de suspension de crédit de l'ordre de 6 mois, 3 à 6 mois si on le demande, tant sur les sociétés d'exploitation que sur les sociétés immobilières. Donc si vous avez des soucis avec des banques pour, j'entends certains clients qui me disent qu'au niveau des SCI, il n'y a pas possibilité d'accorder ces 6 mois. Pour les clients que nous accompagnons, il n'y a aucun problème pour les obtenir. Dans 99% des dossiers, les décalages de paiement, les suspensions de remboursement de crédit sont tout aussi bien valables sur les sociétés d'exploitation que sur les sociétés immobilières. Là où c'est plus difficile, c'est sur les holdings, lorsqu'il y a des crédits à rythme de remboursement annuel, et ces remboursements étant bien souvent à une période annuelle du type mars-avril. Là, les banques se font beaucoup plus tirer l'oreille et annonce que les accords qui ont été passés touchent des sociétés d'exploitation et pas des holdings. Ils sont beaucoup plus réticents. Là, il faudra au cas par cas, on y reviendra éventuellement, avoir recours à la médiation du crédit pour obtenir quelques ajustements quant au remboursement. Ce qu'il faut retenir, et j'ai résumé dans ce slide de manière un peu provocante les choses, l'argent coule à flot. J'étais cet après-midi à 14h avec un de mes clients, quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il vient de lever 8 millions de financement entre les prêts PGE, prêts garantis par l'État, octroyés par les banques, et les prêts BPI France, notamment le prêt Atout. 8 millions à des conditions financières extraordinaires, sans garantie, 7 ans pour les prêts Atout, 6 ans pour les prêts PGE. Il était en train de lever des fonds auprès d'investisseurs, il a tout de suite calmé le jeu et il se contentera de crédit à des conditions très favorables. Autrement dit, cet argent qui est largement diffusé aujourd'hui va rebattre complètement les politiques financières en termes de financement de l'entreprise dans sa globalité, tant au niveau des investissements qu'au niveau des opérations de soutien financier de haut de bilan que de la trésorerie. L'idée, c'est clairement d'en profiter parce que les portes sont grandes ouvertes et il faut donc les pousser un tant soit peu pour se doter des moyens les plus importants pour non seulement passer l'année 2020, qui va être difficile à passer, mais anticiper 2021. Vous aurez la possibilité, pour ceux qui souhaitent revisionner notre conférence de la semaine dernière sur ces dispositifs financiers nouveaux, d'aller sur notre blog. On vous a mis le lien et vous pourrez télécharger à la fois le support et la vidéo présentant ces différents dispositifs dans le détail. On vous suggère d'en profiter donc de ces nouveaux dispositifs le plus vite possible parce que même si les sommes sont très conséquentes, on parle de 300 milliards de prêts qui pourront être consentis du fait des garanties de l'État, c'est pas négligeable, loin s'en faut. On peut penser que d'ici quelques mois, ces prêts seront mobilisés, utilisés, soit par les grands groupes, soit par les ETI, soit par les PME, PMI, et que, à un moment donné, ça va se calmer. Il le faudra de toute façon pour amener l'économie à la raison et pour que les finances publiques ne soient pas trop détériorées au bout du compte. Bien, donc il faut, dans ces demandes de financement que vous allez faire actuellement pour renforcer votre trésorerie, non seulement financer les décalages de trésorerie qui vont naître du fait du confinement, à peu près 2 mois d'activité qui vont être perdus dans beaucoup d'activités qui vont peser évidemment sur les BFR, quand on a des BFR négatifs, mais qui vont surtout peser sur les rentabilités des entreprises. Il faut financer aussi et y penser les investissements 2019 qui étaient prévus, quitte à les demander en complément de ces PGE ou à les inclure.
Et il faut financer, on va avancer un petit peu, il faut également financer les investissements prévus, on avance, pour... alors, on a un petit problème technique. Les baisses, après, c'était juste après les autofinancements préclassiques. Voilà, Les baisses on de avance. Et les investissements. Voilà. Il faut aussi commencer à anticiper les financements nécessaires en 2021 parce que ce que je présuppose, c'est que les bilans de l'année 2020 pour beaucoup d'entreprises sont des bilans en très net repli, en perte pour certaines entreprises, notamment toutes celles qui sont confinées administrativement parlant et qui ne peuvent pas redémarrer. Ces entreprises-là qui auront des pertes ou qui auront des CAF très dégradés auront beaucoup de mal à se financer en 2021. Les garanties de l'État seront revenues à des conditions beaucoup plus raisonnables. Les banquiers auront des bilans sous les yeux beaucoup moins flatteurs que ceux de 2019. Et donc, il faut faire le plein, je le redis, à 3 niveaux. Financement des investissements 2019, financement des pertes inhérentes à la baisse d'activité ou à l'arrêt de l'activité pendant à peu près 2 mois, et anticipation des financements nécessaires à mettre en place pour financer l'indispensable au niveau des investissements matériels et autres de toute nature pour 2021. Pour obtenir ces financements dans les meilleures conditions, les banquiers demandent finalement, dans la plupart des cas, relativement peu de choses. À partir du moment où vous avez des fonds propres positifs, une rentabilité avérée en 2019 et une cotation en Banque de France au minimum de 5+. Moi, je vous recommande malgré tout de profiter de la demande qui va être formulée aux banques pour anticiper, projeter ce que vont être les années 2020 et 2021 dans un double scénario. Un scénario qu'on va appeler médian, probable, et puis un scénario repli parce que malheureusement on n'est pas à l'abri d'un redémarrage lent, compliqué. On ne le sait surtout pas avec un redémarrage de la pandémie au deuxième semestre, mais malheureusement on n'a aucune vision sur le scénario aujourd'hui et donc il faut être prudent dans un scénario repli et qui va démontrer en fait un tunnel de faisabilité financière et de besoins financiers entre un scénario médian et un scénario repli, de façon à pouvoir justifier le maximum d'argent auprès des banques tant que les portes sont largement ouvertes. Et puis ça va démontrer cette prévision financière que vous allez faire avec un plan de financement, un plan de trésorerie, le pilotage financier que vous avez mis en place dans votre entreprise pour pouvoir, au fur et à mesure de la clarification de la reprise, dans quelle mesure, eh bien, pouvoir remouliner vos prévisions et réadapter en ce qui vous concerne vos mesures d'ajustement de vos charges, mais aussi des solutions de financement qu'il faut mettre en place jusqu'à la fin de l'année 2019. En cas de refus de prêt, parce qu'il y a des refus de prêt, sachez, on vous le rappelle, que la médiation du crédit est toujours en activité et qu'elle va être largement mise à contribution. La médiation du crédit, qui est un peu des cas gérés par la Banque de France, permet aux chefs d'entreprise qui soient refusés un crédit, eh bien, en sollicitant la médiation du crédit, de convoquer les banques dans les 5 jours de la convocation de la Banque de France pour justifier du refus de crédit et surtout chercher des solutions pour aboutir à des accords de financement, sont systématiquement convoqués avec l'ensemble des banques de l'entreprise, BPI France, qui peut, dans ce cas-là aussi, servir de médiateur ou de cofinanceur avec les prêts à tout, les prêts rebonds, aux côtés du prêt garanti par l'État. Voilà. Ça, c'est la première piste. La première piste, donc, pour protéger vos entreprises, leur permettre de profiter de rebonds dès qu'ils seront là, c'est de renforcer votre trésorerie. La deuxième piste, c'est évidemment de travailler et de protéger votre résultat en limitant vos risques d'impayés. Un certain nombre de dirigeants d'entreprises ou d'entreprises étaient déjà fragiles ou malades avant la crise du Covid. Ces entreprises ne pourront malheureusement pas avoir accès tant aux prêts rebonds, aux prêts à tout ou aux prêts garantis par l'État. Elles seront fragilisées d'autant plus par la crise et un bon nombre d'entre elles vont être contraintes d'allonger des délais de paiement, ce qui risque dans beaucoup de cas aussi d'amener des impayés clients. Le temps que les choses se fassent, le temps qu'on tire sur la ficelle, ce sont des dépôts de bilan qui malheureusement vont arriver pendant l'été ou à la rentrée. Il convient de les anticiper. Il convient de prendre contact le plus rapidement possible dès qu'on va sortir du confinement et à titre commercial en mettant les formes avec les clients les plus fragiles, ceux qui commencent à tirer sur des délais de règlement et à prendre des mesures. On continue. Voilà. Prendre des mesures en ce qui concerne vos entreprises en termes d'outils de pilotage. Donc les outils de pilotage, ça va être des tableaux de bord qui vont comporter des indicateurs de suivi du risque client qui vont, en termes de procédure,
définir des encours maximum par client, ce qu'on n'a pas toujours en tête lorsqu'on a une économie qui se porte bien, qui vont suivre les délais de règlement et qui vont mettre en surveillance certains clients qu'on aura suivis et constatés un peu dans la difficulté. Donc ces clients, il faut les mettre en surveillance. Comme du lait sur le feu, on sait très bien que quand on y a un dépôt de bilan, la première cause de dépôt de bilan, c'est le dépôt de bilan d'un client et donc l'impayé qui en découle, qui fragilise le résultat, les fonds propres et la trésorerie. C'est quelque chose qui, dans les 6 mois qui viennent, post-confinement, alors les entreprises qui auront pris la mesure nécessaire pour renforcer leur trésorerie passeront l'année sans aucune difficulté. Celles qui n'ont pas pu prendre ces mesures-là, connaissant pas, ne sachant pas comment s'y prendre, ou ayant été en difficulté déjà avant la crise, ces gens-là vont malheureusement rencontrer de très grandes et très rapides difficultés. Pour vous protéger sur ces risques d'impayés, il y a également bien sûr la possibilité dans les secteurs sensibles de prendre des assurances crédit. Les assureurs crédit sont parmi les premiers à réduire les lignes quand il y a des difficultés. C'est déjà une source d'information en fait essentielle. Et puis sur certains encours un peu importants, cherchez quand même à vous garantir. Ça a toujours un coût, bien évidemment, mais ça peut être très utile dans le contexte actuel. Troisième piste, pour protéger votre entreprise, ça va être de limiter le dérapage du BFR. Pour les raisons que je viens d'évoquer, des entreprises fragiles, celles qui vont passer le cap, je constate que assez naturellement, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau des entreprises, c'est la règle du chèque 1% qui est en train de se mettre en place. Voilà. On a de la trésorerie, mais si on peut tirer un peu sur la ficelle, c'est quand même une tentation de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, même en ayant de l'argent, paieront leurs fournisseurs en étant relancés. Ça va augmenter très probablement dans beaucoup d'entreprises les BFR, donc tirer sur les trésoreries, mais aussi générer au cas par cas des risques d'impayés. Donc suivez vos délais de règlement pour réduire votre BFR et effet qui se coule par rapport au point 2 qu'on a évoqué, limiter les risques d'impayés. Facturez rapidement, mettez en place des systèmes de règlement qui favorisent des règlements rapides, tels que les avis de prélèvement, les lettres de change, et puis relancez, ayez une procédure de relance rapide des clients s'ils ne règlent pas à l'échéance. C'est pas rigolo, mais il va falloir s'y contraindre ou mettre en place au niveau des équipes des procédures et nommer des personnes chargées de ces relances. Quatrième piste, renforcez vos outils de pilotage. Je parlais du suivi du BFR, suivi de la trésorerie, mais on constate, historiquement parlant, dans les PME, PMI, que les outils de pilotage, notamment en matière de tableau de bord, se résument la plupart du temps par un outil de suivi de la rentabilité. De notre point de vue, c'est manifestement insuffisant, surtout lorsqu'il convient de piloter l'entreprise. Et donc, ces outils de pilotage de tableau de bord, ils doivent comporter, et sur moyenne et longue période, de 18 à 24 mois de manière dynamique, tout ce qui va être le suivi et l'anticipation du carnet de commandes, donc du volume d'affaires, le chiffre d'affaires qui est réalisé, la couverture du seuil de rentabilité, le suivi du BFR et le suivi, bien évidemment, de la trésorerie de manière dynamique, au mois le mois. Tout ça par rapport à des objectifs, un référentiel N-1 et de manière graphique, de façon à avoir des tableaux de bord parlants beaucoup plus que des chiffres. Il faut raisonner en grande masse. Il faut avoir en tête qu'un tableau de bord doit être synthétique et comporter 7 à 8 indicateurs maximum. Donc, allez à l'essentiel, mettez à jour vos tableaux de bord. Ce sera utile pour vous-même et ce sera très utile pour réadapter vos politiques financières et en 2021 et sur la fin de l'année 2020, pouvoir échanger avec vos banquiers de manière plus professionnelle et plus crédible. On sait que le premier trimestre va être fortement impacté par cette crise que nous subissons et le confinement. Ce que nous recommandons à nos clients, c'est de faire un point à mi-parcours. Fin juin, on va reprendre, on l'espère, l'activité courant du mois de mai. Il sera grand temps, à fin juin, de mesurer un petit peu l'état des lieux, faire le point sur la rentabilité, l'évolution des choses quant au BFR, se présenter aussi un petit peu sous un jour qui soit plus sympathique vis-à-vis des banques, avec un complément de trésorerie qu'on aura pu mettre en place grâce au point 1 qu'on a développé. Ça permettra surtout, cette situation en fin juin, de mesurer l'impact du second semestre et d'avoir finalement 2 temps dans l'année pour faire le point en fin d'année. Cette situation à fin juin, elle sera aussi là pour permettre de prendre des décisions de manière plus fiable. Et puis, comme on l'a dit, prendre des décisions sur des faits et communiquer à partir de ces éléments de situation avec nos partenaires financiers sur la fin d'année. Troisième élément sur cet aspect de pilotage, après le tableau de bord et la situation intermédiaire, ça va être de mettre en place des outils de pilotage de prévision financière et d'anticipation
beaucoup plus structuré, beaucoup plus performant que ce qu'on peut voir encore dans trop d'entreprises qui sont simplement des outils d'anticipation utilisés ou réalisés avec de l'Excel. Excel est un outil simple, peu coûteux, qui va bien pour faire un budget prévisionnel dans les grandes masses, mais c'est un outil qui n'est pas du tout suffisant pour pouvoir faire des plans de trésorerie, des plans de financement, des bilans prévisionnels, et de manière certaine pour pouvoir de manière rapide faire la mise en scène de quelques scénarios alternatifs, médians, replis, optimistes, et en tout cas anticiper et mesurer les conséquences d'une baisse d'activité ou d'investissement, d'embauche ou d'économie de charge de manière professionnelle. Tout ça nécessite l'utilisation de logiciels tels que Sage, tels que RCA, qu'on vous invite très fortement à utiliser à l'avenir, qui coûtent très peu cher, 400 à 500 euros en termes de coût d'abonnement à l'année, et qui vous permettent à la fois pour vous-même de mieux piloter votre entreprise et d'anticiper les conséquences de 2020-2021 en termes de rebond, et puis de gagner en crédibilité vis-à-vis de vos partenaires financiers. Dernier point en termes de pilotage qu'on peut vous recommander, c'est la mise en place de comités stratégiques et financiers. Ce sont ce qu'utilisent les capitaux risqueurs avec les entreprises dans lesquelles ils investissent, c'est-à-dire qu'ils font des points réguliers, 3-4 fois par an. Dans nos PME, la plupart du temps, 2 à 3 fois suffisent. L'intérêt de ces comités stratégiques et financiers, c'est que ce n'est pas un comité de direction, ce n'est pas non plus un conseil d'administration, c'est un lieu où on va, avec des chefs d'entreprise, avec des conseillers extérieurs, prendre du recul, s'obliger à formaliser le point de la situation d'entreprise, la vision stratégique, les actions qui nous semblent nécessaires. Ça permet aux chefs d'entreprise de ne pas être seuls pour prendre un certain nombre de décisions, et d'expérience, ça nous paraît une très bonne chose. Cinquième point en termes d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour faire face à cette crise Covid-19, c'est de tout faire pour améliorer votre résultat de l'année 2020. En réduisant votre train de vie, dans la mesure où c'est possible, en règle générale, entre l'année 2019 et l'année 2020, les 2 premiers mois et puis ce qu'on vise comme atterrissage 2020, il y a encore du gras dans beaucoup d'entreprises au niveau des frais généraux du train de vie. Commencez par réduire le vôtre, si c'est possible. Ce sera plus facile, peut-être malheureusement un peu plus dur si besoin est, sur d'autres lignes du compte de résultat. Et surtout, ce sera un signe de force de caractère et d'exemplarité vis-à-vis de vos partenaires financiers lorsque vous aurez besoin d'eux, éventuellement fin 2020 ou 2021. Cherchez à partager et à réduire le plus possible les coûts de toute nature de l'entreprise, à la partager sur le plan de la R&D, sur le plan des achats, adhésion des groupements d'achat, partage par le biais de rapprochement d'entreprises, de regroupement d'entreprises au cas par cas sur les coûts de production, sur les coûts de vente en France, à l'international. Je pense que clairement l'heure est à la mutualisation et que le chacun pour soi aura très vite ses limites dans une période de crise qui risque malheureusement d'être un petit peu longue. Cherchez donc à abaisser vos seuils de rentabilité en transformant des charges fixes en des charges variables chaque fois que possible. Et puis, alors là, on gagne à tous les coups. On constate, on le sait, nous, pour le voir tous les jours depuis des dizaines d'années maintenant, plus de 20 ans dans mon cabinet, tout le monde amortit beaucoup trop vite ses investissements, ses matériels, dans une optique fiscale la plupart du temps, pour faire des économies d'impôts. Ça a pour conséquence, évidemment, de charger le résultat de l'entreprise, de réduire les fonds propres, de faire des pertes quand l'activité est en sous-activité, quand elle est en baisse. Donc, on vous recommande de revoir vos politiques d'amortissement pour traduire un amortissement sur des durées économiques, beaucoup plus que fiscales, pour permettre d'y voir clair sur la rentabilité réelle de votre entreprise et de limiter la casse du point de vue des résultats et conforter vos fonds propres. Point 6, renforcer votre haut de bilan. Cette recommandation peut passer par différents moyens. Le premier moyen, c'est une augmentation de capital qui en règle générale est trop faible dans 9 cas sur 10 dans les entreprises, qui est resté quasiment au niveau de ce qu'il était dans la création d'entreprise et qui a très peu été ajusté avec le temps et avec la croissance de l'entreprise. Or, ce capital social est la marque de fabrique, c'est les fondations financières de l'entreprise, c'est la partie visible de l'iceberg de l'entreprise, il faut le réajuster. Les fonds propres d'une entreprise doivent représenter environ 25 à 30% du total bilan en temps normal et le capital social, pour être crédible, doit représenter entre 20 et 25% minimum des fonds propres pour montrer que l'actionnaire est bien là pour longtemps, qu'il donne les moyens à l'entreprise de travailler sereinement et que les réserves ne seront pas distribuées. D'ailleurs, ces réserves sont la plupart du temps
figés, bloqués, dans la mesure où on n'a pas la trésorerie pour les distribuer. Donc, autant les remonter au niveau du capital pour apparaître solides et sérieux. On peut remonter des réserves, on peut remonter du report à nouveau, on peut remonter une prime d'émission, on peut remonter des primes de fusion, qui bien souvent sont apparentes au bilan et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Bien, en fait, c'est ni plus ni moins que du capital et ça ne coûte rien de le remonter juridiquement au capital et ça fait apparaître la vraie nature des fonds propres de l'entreprise, en tout cas pour ce qui est bloqué. Vous avez également dans bien des cas des comptes courants qui sont non bloqués, mais qui pourraient, parce qu'ils sont, on ne peut pas les retirer, être soit bloqués, soit remontés au capital par incorporation. C'est un des moyens, sans apporter d'argent frais dans l'entreprise, à ce stade, le premier point qu'on vient de voir, de conforter malgré tout votre capital. Si malgré tout ça, vous n'avez pas les moyens d'augmenter vos fonds propres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre au niveau des réserves, des reports à nouveau au niveau de vos comptes courants, et que vous voulez apparaître solide fin 2020 compte tenu des pertes pour anticiper 2021-2022 dans de meilleures conditions, il faudra apporter la monnaie, surtout si l'entreprise a besoin de cash complémentaire. Et là, il faudra faire appel à vos deniers personnels, on verra comment dans un instant, ou à l'apport de financiers extérieurs, business angels, capitaux risqueurs, ou d'industriels dans le cadre de rapprochement industriel, de façon à faire toutes les économies dont j'ai parlé tout à l'heure, les mises en commun, mais aussi profiter d'apports d'argent frais de confrères dans notre secteur. On peut aussi augmenter ses fonds propres, donc son bilan, par la réévaluation d'actifs. Il faut le faire à ce moment-là sur l'ensemble de ses actifs matériels, corporels. On ne peut pas choisir, mais ça peut être fait à moindre coût quand on a des reports négatifs ou quand on anticipe des pertes, puisqu'il n'y a pas de coût fiscal dans ce cas-là. Et puis on peut céder des actifs, notamment quand on a de l'immobilier ou quand on a des matériels qu'on a achetés suite à des levées d'options de crédit bail. On a bien souvent des plus-values latentes assez conséquentes. L'externalisation de ces plus-values peut permettre de, un, de dégager des liquidités et deux, des plus-values qui vont conforter les fonds propres et réduire les pertes. Septième idée, renforcer, on était au point 7, renforcer la liquidité de votre patrimoine, rendez votre patrimoine liquide. Lorsque la recommandation est d'apporter des liquidités à l'entreprise pour conforter vos fonds propres, lorsqu'il y a nécessité, dans bien des cas, les chefs d'entreprise nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas de liquidité. Les quelques patrimoines et liquidités que j'ai, elles sont bloquées parce que c'est de l'immobilier de placement dans bien des cas. » Eh bien, il est grand temps, avant cette fin d'année, tant que faire se peut, de céder des actifs immobiliers à des conditions de marché qui restent encore élevées aujourd'hui, et rendre liquide votre patrimoine vous permettra de réinjecter des liquidités si besoin est, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Et ayez conscience que les banques, si vous voulez passer le slide suivant, ne vous soutiendront si vous leur demandez d'intervenir alors que vous avez fait des pertes l'année prochaine, que dans la mesure où vous ferez vous-même un geste en réinjectant du cash dans votre entreprise. Sinon, ils ne pourront pas intervenir ou, dans le pire des cas, si elles l'acceptent, avec votre caution évidemment intégrale. Huitième idée, huitième piste, c'est celle qui consiste à sortir le bilan de l'année 2020 dans les meilleurs délais l'année prochaine. Trop d'entreprises clôturent leurs comptes avec des délais trop longs. 3 mois, 4 mois pour produire les comptes. On trouve des tas de raisons personnelles ou auprès de l'expert comptable pour être peu réactif en la matière, mais c'est malheureusement pas une bonne idée. Lorsque on a des pertes qu'on anticipe, lorsqu'on doit prendre des mesures pour pouvoir redresser la barre en 2021, il faut sortir un bilan très rapidement, idéalement en 1 mois, 1 mois et demi, maximum 2 mois. La meilleure période pour aller voir les banquiers, c'est le premier trimestre, et surtout janvier-février. Ils sont peu chargés en termes d'activité, puisque peu de bilans sont sortis. Ils ont leurs objectifs qui viennent de tomber, et donc ils sont à l'affût à la fois de savoir comment leurs clients se portent, et à l'affût de mettre en place des crédits nouveaux si besoin est, parce qu'ils ont des objectifs, et que toute la machine bancaire est encore disponible, car peu impactée par les bilans qui viennent de sortir. Pour sortir un bilan rapidement, il faut avoir une comptabilité à jour, il faut prévenir son expert comptable dès le mois de novembre d'une nécessaire disponibilité de sa part sur janvier ou tout début février pour clôturer votre bilan, et puis il faut lui demander pourquoi pas de passer en décembre, faire une première révision de votre comptabilité pour dégrossir le travail et faciliter la production du bilan dans le meilleur délai tout début 2021. Ça vous permettra cette sortie de bilan rapide avec un prévisionnel remis à jour
avec l'outil RCA ou Sage, dont je vous ai recommandé d'acheter ou d'investir dans cet outil très rapidement, eh bien, de venir avec un bilan récent, des mesures correctrices qui ont été prises permettant de limiter la casse et si possible d'équilibrer votre bilan 2020, et puis avec un 2021 bien exposé, ça permettra d'obtenir des financements si besoin est, de conforter vos lignes court terme si vous en avez besoin, en tout cas de faciliter vos relations avec vos banquiers. 9e idée, renforcer votre indépendance bancaire. Pour ce faire, il faut prendre une banque de plus sans tarder, et quand ce sera possible. Ce sera guère possible avant le deuxième semestre 2020, deuxième semestre 2020, en tout cas dès qu'on sort du confinement, dès que les moyens le permettent, il faut commencer à élargir vos pools bancaires parce que toutes les banques ne passeront pas bien la crise. Il y aura très probablement, comme en 2008, des rapprochements bancaires, et puis certaines banques qui auront des provisions à passer un peu conséquentes en 2021 seront peut-être un peu légères quant au respect des contraintes réglementaires au niveau de leurs fonds propres, de leur trésorerie, et peuvent être amenées à réduire les lignes qu'elles accorderont à leurs clients. Anticiper ces réductions possibles ou difficultés d'obtention de financement en 2021 en élargissant dès que possible vos partenaires bancaires. Privilégier des banques régionales et mutualistes de proximité, ce sont celles qui seront contraintes de soutenir l'économie locale parce qu'elles ne pourront pas faire leurs courses à l'international pour compenser ce qui ne serait pas mis en place comme crédit ou soutien de l'économie française et locale. Emprunter à moyen terme lorsque vous ouvrez un compte dans des banques, évidemment systématiquement. Répartissez vos flux entre les banques proportionnellement au financement que vous aurez mis chez chacune d'entre elles. Cette diversification de votre pool bancaire vous permettra d'éviter de dépendre d'une seule banque ou de trop peu de banques, d'un seul interlocuteur avec lesquels les relations peuvent changer, notamment quand vos interlocuteurs bancaires tournent. On le sait que tous les 2-3 ans, 4 ans parfois, les chargés d'affaires ont tendance à tourner pour des questions de risque et de promotion. Et on repart à zéro avec un nouvel interlocuteur. Lorsqu'on n'est pas dans les bonnes configurations du point de vue bilan, c'est jamais simple de convaincre ce nouveau partenaire de notre bonne volonté et de notre capacité de rebond. Et puis un partenaire de plus, c'est avoir la capacité de mieux négocier, c'est avoir la capacité de comparer les conditions de taux, de garantie, de services, de commissions diverses et variées. Et donc c'est une bonne chose pour vos entreprises. Dixième et dernier point, se former à la gestion de la finance. C'est toujours utile, a fortiori en période de gestion nécessaire, de resserrement de crédit, de nécessaire adaptation de la politique de gestion de financement d'entreprise. N'hésitez pas à le faire pendant cette période, hein, c'est ce que vous faites pour ceux qui nous écoutent, avec des webinars, avec des bouquins du type Finance, gestion pour les nuls ou autres, faites des stages, formez-vous. Ça vous donnera la capacité de mieux comprendre ce qui se passe dans votre entreprise, de mieux communiquer avec vos banques et votre expert comptable et de saisir les opportunités qui vont se présenter. Pour ceux qui auront la trésorerie, qui passeront le cap 2020 dans les moins mauvaises conditions, eh bien de saisir des opérations de croissance externe ou d'implantation, de développement nouvelles, courant 2021, à n'en pas douter. Quand il y a de la place, évidemment, les plus costauds en profitent. Pour conclure, toute crise est à la fois une contrainte, mais également une opportunité pour chacun d'entre nous de se réinventer et de progresser. Et c'est tout le mal que je nous souhaite. Voilà, et surtout tout le bonheur que je nous souhaite. Merci de votre attention, et puis place aux questions.